Merci Christelle, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Perrine Roux, pour ceux qui ne me connaissent pas, chargée de recherche dans l'équipe de Centercom. Donc on est très heureuse avec Sylvie de vous présenter les résultats de nos travaux sur l'efficacité et le coût-efficacité des salles de consommation de drogue à moindre risque, au travers donc des résultats des études Cosinus et Cosinus Eco. Donc je voulais juste raconter un peu rapidement que ça a été un projet long, compliqué, et je tiens à remercier des personnes sans qui je pense que la recherche n'aurait pas pu aboutir, en fait, tout simplement. Laïlia Briand-Madrid qui a été chargée d'études sur ce projet, Cécile Donadil qui est ici présente et qui a fait un travail exceptionnel sur ce projet, sur Cosinus essentiellement. Et tout ce que je vous présente, en fait, voilà, c'est Cécile qui a participé majoritairement à toutes ces analyses. Donc, la population qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une population que vous connaissez de près ou de loin. C'est la population des personnes qui injectent des produits, qui est un des publics cibles de nos travaux dans l'équipe Centercom. Cette population, elle fait face à de nombreux problèmes de santé, notamment l'épidémie, le virus de l'hépatite C, donc l'infection par le VHC. Et il faut savoir que c'est en fait le foyer épidémique de cette épidémie. Au-delà de ces complications très connues, donc hépatite C, VIH, elles font aussi face en lien avec les usages donc d'injection à d'autres complications comme les abcès. Et donc tous ces événements de santé amènent ce public à de nombreuses hospitalisations. C'est également une population qui est exclue du système de santé malgré un état de santé qui pose problème. Donc ces personnes ont peu accès aux soins. Insuffisamment accès au dépistage pour l'hépatite C, l'hépatite B et le VIH, et souvent une prise en charge des addictions qui est peu adaptée. Peu adaptée parce que finalement c'est un public qui vit dans une situation de grande précarité. C'est compliqué de faire accéder ce public-là vers les soins. Et il faut savoir qu'il y a un grand nombre de personnes qui sont sans abri ou dans des situations de logement très précaires. Et donc, ces personnes qui injectent régulièrement vont majoritairement injecter dans les lieux publics. Donc, on a proposé pour ce public un outil de réduction des risques qui sont les salles de consommation de drogue à moindre risque. Il faut savoir que ces salles existent déjà dans de nombreux pays. Elles ont été évaluées essentiellement à Vancouver. Et donc, les données de la littérature montrent un impact de ce dispositif sur un grand nombre de critères. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les salles de consommation, j'ai mis donc les photos de cette salle à Vancouver qui est un peu notre modèle, et des salles qui ont ouvert en France en 2016 à Paris et à Strasbourg. Et donc elles ont ouvert dans le contexte d'une expérimentation à laquelle donc on a été associé pour évaluer l'efficacité. Donc ce programme expérimental se constitue de 3 volets. Il y a un volet sociologique qui visait à étudier l'impact des salles sur la tranquillité publique et l'acceptabilité sociale, donc on n'a pas été associé à ce volet-là. On a coordonné les 2 volets principaux de l'évaluation qui sont le volet de la cohorte Cosinus, donc le volet épidémiologique, et le volet économique qui a été donc coordonné par Sylvie, qu'elle vous présentera par la suite. Donc le premier volet qui est l'étude épidémiologique, la cohorte Cosinus. Cette cohorte avait pour objectif d'étudier un grand nombre de critères d'efficacité, et donc ils sont en lien en fait avec les missions que les salles de consommation ont pour ce public-là. Les salles de consommation, c'est un lieu dédié à l'injection, c'est aussi un environnement sécurisé pour les personnes qui injectent, mais c'est aussi la possibilité pour elles d'avoir accès à du matériel stérile juste avant l'injection. C'est également la possibilité de bénéficier de conseils et d'informations de réduction des risques, et de pouvoir avoir accès à des services adaptés à leurs usages. Et donc, sur cette définition-là, on a émis un certain nombre d'hypothèses, comme quoi la salle pouvait avoir un effet à la fois sur les pratiques de transmission du VHC et du VIH, à travers la réduction de l'échange de matériel usagé, la survenue d'overdose, les abcès, parce qu'on a une meilleure possibilité d'une meilleure hygiène, l'accès aux soins, une réduction de l'injection dans l'espace public, et puis la réduction des délits. Alors cette cohorte a permis de recruter 665 personnes qui injectent des produits, donc des injecteurs réguliers, qui comprenaient le français,
avec des questionnaires qui ont été posés à l'inclusion à 3 mois, à 6 mois et à 12 mois par des enquêteurs formés et qui ont été formés par l'équipe de Gwenaël Maradan. On a recueilli 2 types de données, donc des données longitudinales qu'on a posées à tous les suivis et puis des données transversales comme les données psychométriques ou cognitives qui évoluent moins dans le temps. Nous avons pu comparer donc à chacun des suivis 2 groupes, un groupe qui a été exposé à la salle de consommation et un groupe qui a été peu ou pas exposé à la salle de consommation. Donc, comme je vous disais, les salles de consommation ont ouvert à Strasbourg et à Paris. Donc, on a recruté 240 usagers à Paris, 80 à Strasbourg, donc essentiellement dans les salles de consommation. Et à Bordeaux et à Marseille, qui sont les villes témoins, on a recruté ces injecteurs dans des centres de réduction des risques, des CARUD, avec 146 personnes à Bordeaux et 199 à Marseille. Nous avons construit la variable d'exposition à ce dispositif, à la salle de consommation, en se basant sur 2 questions. La première question était au cours du dernier mois, quel est le pourcentage d'injections que la personne a fait dans la salle de consommation. Et la deuxième, c'était la fréquence avec laquelle elle a utilisé le dispositif. Et grâce à ces 2 questions, on a construit la variable d'exposition qui décrivait soit une fréquentation nulle ou basse, soit une fréquentation moyenne ou haute. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas pu randomiser les personnes, donc on ne pouvait pas tirer au sort pour savoir si les personnes allaient avoir accès à la salle ou non. C'était difficile de dire à une personne qui injecte dans la rue, toi tu vas pouvoir injecter dans la salle et toi non. Donc, dans ce cas-là, on a utilisé une méthode qu'on appelle la méthode de Ekman, et je remercie Camélia aussi qui a supervisé toutes nos analyses sur cette méthode qui est assez complexe, qui permet de pallier ce biais de non-randomisation. Elle va consister à construire un score qui va se baser sur les différences entre les groupes exposés et non exposés. Et ensuite, si ce score est associé à la variable d'intérêt, au critère, on va introduire ce score ensuite dans les modèles qu'on fait pour mesurer le lien entre la salle et le critère. Donc ensuite, on a utilisé des modèles mixtes de régression logistique classiques. Les résultats, donc c'est une population, comme je vous disais, qui est précaire. On a essentiellement des hommes, comme on retrouve dans toutes ces études, 80% d'hommes, 43% qui vivent dans des situations très précaires, soit qui vivent à la rue, soit dans des squats ou dans autres, 30% qui sont diplômés du baccalauréat et 19% en emploi, avec un âge médian assez élevé, 38 ans. Donc à gauche, vous avez le pourcentage de participants ayant déclaré avoir fréquenté régulièrement la salle de consommation. Donc à chaque visite, on a mesuré ce taux et on avait à peu près 35% de personnes qui avaient été exposées régulièrement à la salle de consommation. À droite, vous avez le premier modèle de la méthode de Ekman, la première étape qui consiste à étudier les facteurs associés en fait au fait d'être exposé ou non à la salle de consommation. Et on trouve en fait que les différences, elles sont liées aux différences des villes. À Paris, la salle de consommation attire des russophones qui sont plutôt des injecteurs de morphine. Et donc on retrouve toutes ces caractéristiques dans ce modèle. Donc ça permet de prendre en compte ces différences entre les groupes exposés et non exposés. Alors j'ai résumé les résultats parce que sinon ça prendrait plus de 10 minutes. Dans ce tableau, je vous ai présenté le résultat de chaque modèle pour les critères qui nous intéressaient. Donc à gauche, vous avez le critère. J'ai mis donc seulement le résultat du lien entre le critère d'efficacité et l'exposition à la salle de consommation en ajustant sur les différents facteurs associés que vous retrouvez à droite. Donc, on a montré que la salle de consommation avait un impact positif sur ces différents critères. Pour les pratiques à risque, on avait une réduction de 10 points de pourcentage. Donc, traduit en pourcentage, ça donne le groupe exposé. On est passé de 11% dans le groupe non exposé à 1% dans le groupe exposé. Pour les abcès, on est passé de 14% à 3%. Les overdoses non fatales, 3% à 1%. Les passages aux urgences, 41% à 17%. Les délits, 23% à 3%. Et l'injection dans l'espace public, 27% à 12%. Alors, on a quand même tenu à montrer quand même évidemment les résultats qui sont négatifs ou pas significatifs.
sur 3 des critères qui avaient déjà été montrés dans la littérature comme des critères sur lesquels la salle pouvait avoir un effet, et notamment l'accès au traitement de substitution. Il n'y avait pas de différence entre le groupe exposé et non exposé. Sur l'accès au dépistage VHC, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Et sur l'accès à la médecine de ville, on a moins d'accès pour les personnes qui étaient exposées à la salle de conso, comparé aux personnes qui étaient recrutées dans les CARUD, les centres de réduction des risques. Donc ces données-là, elles peuvent être interprétées assez simplement. C'est qu'en France, à la différence des autres pays où les salles ont déjà été évaluées, on a une couverture de traitement de substitution qui est la meilleure au monde. Donc les CARUD qui ont recruté le groupe témoin permettent un accès assez simple au traitement de substitution. Pour le dépistage VHC, c'est la même chose. Suite à l'accès universel aux antiviraux à action directe, les CARUD se sont mis à dépister largement, donc c'est plutôt positif finalement qu'il n'y ait pas de différence entre ces deux groupes. Et puis pour ce qui est de l'accès à la médecine de ville, dans les salles, il y a un médecin et c'est un public qui a du mal à aller en ville, évidemment. Donc voilà, c'est peut-être un travail qui va se prendre effet sur du plus long terme. Et donc, ce que je voulais préciser aussi, c'est que les données de la cohorte, donc elles ont montré un impact positif sur des critères qui avaient déjà été montrés, mais ça confirme l'importance donc de ce dispositif pour ce public. Mais la cohorte permet de mettre en évidence d'autres données, comme la vulnérabilité des consommateurs de crack, et comme le plan crack l'a montré récemment, c'est vraiment un public qui nécessite des actions adaptées, de manière d'ailleurs assez urgente. Et aussi, on trouve que la précarité est un facteur de risque de tous les critères qu'on a pu étudier. Donc c'est voilà aussi un facteur à prendre en compte. Et donc bon, rapidement les limites, mais voilà, le fait que ce soit pas randomisé, qu'on ait utilisé une méthode qui a toujours ses limites, des perdus de vue, on a 40% de perdus de vue, des données déclaratives, voilà, mais tout ça c'est des limites qu'on connaît bien et pour lesquelles on peut voilà donner des explications. Je donne la parole à Sylvie pour le volet coût-efficacité. Okay. Merci Perrine. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Sylvie Boyer, enseignant-chercheur en économie à l'Université d'Aix-Marseille. Et donc j'ai le plaisir de vous présenter, suite à Perrine, les résultats de l'évaluation médico-économique que l'on a conduite avec Anthony Cousien, qui a notamment réalisé le travail de modélisation nécessaire à cette analyse. Alors, oui. Donc, cette étude, en fait, a été réalisée pour répondre à la demande des autorités de santé qui avaient besoin de données sur le coût et l'efficacité des salles de consommation dans le contexte spécifique de la France, et notamment afin d'éclairer la décision d'étendre ce dispositif et de financer ce dispositif à plus large échelle. Donc les objectifs de l'étude ont été d'évaluer l'efficacité et les coûts sur le long terme cette fois, donc au-delà du dispositif, enfin de la cohorte cosinus, et on s'est appuyé notamment sur les principaux critères d'efficacité qui ont été, enfin sur les effets qui avaient été mis en évidence dans la cohorte cosinus pour évaluer l'efficacité. Donc en termes de nombre d'infections évitées, donc on a pris en compte les infections VIH, VHC, les abcès et les endocardites, le nombre d'overdoses évitées, le nombre de passages aux urgences évités, et on a évalué l'impact sur l'espérance de vie, donc du fait de la réduction de la mortalité liée à ces événements de santé évités. Les coûts sur le long terme donc, prennent en compte les coûts d'aménagement et d'équipement et de fonctionnement des salles de consommation, mais aussi les coûts médicaux évités du fait de ces événements de santé évités grâce à la salle de consommation. Et donc on va mesurer le coût incrémental, c'est-à-dire la différence de coût entre la situation avec la salle de consommation et sans la salle de consommation. Ces données vont permettre de calculer le rapport coût-efficacité et donc d'estimer le coût par année de vie gagné, ajusté sur la qualité de vie. Alors, concernant les méthodes, on a simulé les effets et les coûts de l'intervention
Au-delà du suivi dans la cohorte cosinus, à partir d'un modèle mathématique stochastique, la population de l'étude, c'est la population qui fréquente les salles de consommation, qu'on a estimée sur une période de 10 ans, à partir de l'ouverture des salles de consommation en 2016. L'analyse, elle est stratifiée par ville, et donc sur une période de 10 ans, on a une population d'usagers d'environ 3000 personnes à Paris et à Strasbourg. L'horizon temporel, c'est la durée de vie de la cohorte, c'est-à-dire qu'on va simuler l'évolution de la cohorte jusqu'au décès du dernier individu. On considère 2 scénarios, donc on va simuler la cohorte dans le scénario 1 en considérant la situation avec la salle de consommation sur une période de 10 ans. Et on va simuler ce qui se passerait pour la même population si elle n'avait pas eu accès à la salle de consommation et si elle avait eu accès seulement au CARUD. Alors, concernant le modèle, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement sur le principe. On a donc estimé les principaux paramètres du modèle à partir des données de la cohorte cosinus. Et donc, ça nous a permis d'estimer la probabilité de partage du matériel d'injection, donc avec la salle et sans la salle, donc de prendre en compte de cette façon-là les effets significatifs qui ont été démontrés des effets de la salle sur la réduction du partage du matériel d'injection. On a pris en compte, donc on a estimé aussi les taux d'abcès avec la salle et sans la salle, les taux d'overdose et les taux de passage d'urgence de la même façon avec la salle et sans la salle. Et donc en fait, ces données, par exemple sur le partage de matériel d'injection, elles vont être associées au risque relatif d'infection, associé à ces pratiques. Donc on sait par exemple que pour le VHC, on a un risque d'infection 2 fois plus élevé lorsqu'il y a partage de matériel, et donc associé aux données d'incidence dans la population, on va pouvoir estimer le nombre d'infections VIH et VHC avec la salle et sans la salle. On va aussi simuler le devenir des individus qui sont infectés par le VIH ou le VHC à partir selon la cascade de soins auxquels ils vont avoir accès et selon l'histoire naturelle de la maladie, de façon à estimer sur le long terme l'espérance de vie et la qualité de vie, enfin les QALY associés à leur itinéraire. Pour les abcès, donc on va aussi associer à la survenue des abcès un risque d'endocardite, un risque d'hospitalisation et un risque de décès à partir des données de la littérature. Pour la survenue d'overdose, on estime un risque associé en termes d'hospitalisation et de décès. Et pour la survenue des passages d'urgence, on estime aussi un risque d'intervention des SMUR qui va être associé à un coût. Et enfin, donc on va estimer l'ensemble de ces événements dans le scénario 1 avec la salle de consommation et dans le scénario 2 sans la salle de consommation. Et on va calculer les différences entre les 2 scénarios sur 10 ans pour obtenir les événements de santé évités, les décès évités, et sur la durée de vie de la cohorte pour obtenir les années de vie et les QALY gagnés et les coûts médicaux évités. Donc voilà les résultats. Donc ce schéma représente la proportion d'événements évités sur 10 ans à Paris et à Strasbourg. Donc on voit un impact significatif de la salle de consommation sur les événements de santé, avec notamment l'impact le plus important est observé sur les abcès, la réduction des abcès, des endocardites et des overdoses. Donc on a une réduction de 71 à 77% à peu près pour ces événements. On a une réduction beaucoup plus modeste des infections, des nouvelles infections VHC et VIH, avec une réduction donc d'environ 11% pour les infections VIH et 6% pour les infections VHC. Et ça se traduit par une baisse de la mortalité entre 7 et 11%. Ce qui représente 22 décès évités dans la cohorte et un gain moyen en espérance de vie d'environ une demi-année.
Alors, concernant, ici on voit les coûts médicaux évités pour ces différents événements. Donc on a une différence négative pour les infections VIH qui correspond donc à un coût plus élevé lié à l'infection VIH avec la salle de consommation, qui s'explique par la mortalité concurrente évitée, qui va conduire à avoir une durée de vie plus longue des usagers. Et donc, comme l'infection VIH est une infection à vie avec qui engendre des coûts sur la durée de vie, on a au final des coûts plus élevés dans le scénario avec la salle de consommation. En revanche, on a des coûts médicaux évités importants pour les passages d'urgence, qui sont peu coûteux, mais qui sont très fréquents, et pour les endocardites, qui sont à l'inverse des événements peu fréquents, mais très coûteux. Et au final, on a des coûts médicaux évités qui représentent environ 6 millions à Paris et 5 millions à Strasbourg. Alors, ces coûts médicaux évités ne vont pas contrebalancer les coûts d'implémentation et de fonctionnement des salles de consommation, qui sont estimés à 23 millions à Paris et à 11 millions à Strasbourg. Donc ici, on a les résultats de l'analyse coût-efficacité. On a donc la salle de consommation va permettre de gagner, donc avoir un gain significatif en termes de QALY, d'années de vie ajustées sur la qualité de vie, mais à un coût additionnel. Et donc, on a un ratio coût-efficacité qui est estimé à 25 000 € par QALY à peu près à Paris et à 8 000 € par QALY à Strasbourg. Alors, on considère que c'est un ratio coût-efficacité acceptable dans le contexte de la France quand on le compare au coût-efficacité d'autres interventions de santé qui sont par ailleurs financées par le système de santé, comme le vaccin contre l'herpès, qui a un ratio coût-efficacité de 30 à 35 000 € par QALY. Dans un scénario complémentaire, on a considéré une situation hypothétique où on ajouterait un espace de consommation dans un CARUD déjà existant. Et donc, on fait des économies sur les coûts de structure et de fonctionnement de mise en place de la salle de consommation, ce qui permet de réduire les ratios coût-efficacité de façon importante. Donc c'est une intervention, c'est un scénario intéressant qui améliore le coût-efficacité des espaces de l'intervention. Alors en discussion et conclusion, dans l'analyse, on n'a pas inclus tous les impacts sanitaires des salles de consommation. Par manque de données. Donc il y a d'autres infections bactériennes sur lesquelles que la salle a pu aussi réduire, et donc des effets positifs qui ne sont pas pris en compte dans le modèle. On n'a pas pu prendre aussi en compte l'impact sur l'amélioration de la qualité de vie, impact potentiel que peut avoir aussi la salle de consommation, parce qu'on n'avait pas non plus de données sur ces effets. Et enfin, l'analyse, elle est limitée aux impacts sanitaires, donc on n'a pas non plus inclus les impacts sociaux et les impacts en termes d'amélioration d'accès aux droits. Donc globalement, on peut dire que les bénéfices de la salle de consommation sont sous-estimés dans l'analyse, ce qui correspond à une potentielle surestimation du ratio coût-efficacité. Et on peut conclure raisonnablement que les salles de consommation sont une intervention efficiente dans le contexte de la France, et nos résultats, avec ceux de la cohorte qu'a présenté Perrine, plaident en faveur donc de l'extension et du financement de cette intervention de santé, notamment via l'ouverture et la création d'espaces de consommation dans les CARUD existants. Voilà, je vais laisser là. J'ai rajouté les remerciements évidemment, parce qu'il y a beaucoup de partenaires et de personnes et d'instituts qui ont participé au fonctionnement de cette recherche. Donc d'abord, je remercie les participants évidemment, les partenaires de terrain, les structures qui ont permis de recruter les usagers, l'Institut de santé publique et l'IRESP qui nous ont beaucoup soutenus pendant toute la durée du projet,
la Mildeca, donc les financeurs, et les conseils scientifiques, parce qu'on a eu droit à un conseil scientifique que nous, on a proposé, mais aussi un conseil scientifique externe qui a été de très bons conseils. Et puis des remerciements tout particuliers à toute mon équipe qui a été assez extraordinaire pendant ce projet, parce que j'ai eu besoin de beaucoup de soutien. Merci à tous, et vous trouverez le rapport complet voilà sur ce lien là si vous voulez plus de détails. Voilà.